j'ai créé les portefeuilles en mars. Donc, on va analyser ici au fur et à mesure que les temps passent comment c'était les comportements de portefeuille pour après analyser les fondamentaux, etc. En juin 2022, donc 3 mois après la création de portefeuille, les marchés ont continué à baisser et les Nasdaq, il était à moins 21 et notre portefeuille à moins 16,5. En septembre, notre portefeuille a grimpé un peu. Il était à moins 4 pendant que les marchés étaient à moins 13, entre moins 9 et moins 13. Ensuite, en novembre 2022, nous étions à plus 4 plutôt et les Nasdaq à moins 20 et l'S&P 500 et les Russell 2000 plutôt à moins 14. Donc ici, on avait déjà un grand écart par rapport aux marchés. En janvier, nous étions à plus 9 et l'S&P 500 à moins 10 avec les Russell 2000 et les Nasdaq étaient à moins 18. Ensuite, en février, nous étions à plus 17 et les Russell 2000 et les S&P 500 à moins 11 et les Nasdaq à moins 18. Donc, remarquez ici que pendant la première baisse, on a baissé avec les marchés, mais moins que les marchés. Pendant les périodes haussières, on est monté beaucoup plus haut. Pendant la prochaine baisse, on est baissé moins que les marchés en termes proportionnels. Et après, on a repris une période haussière pendant que les marchés restaient assez plats. Mais bon, ça, c'est encore un vrai février. En juin, on a fait plus 10 et les marchés étaient à moins 6 avec les S&P 500 et les Russell. Et les Nasdaq, pardon, moins 6 avec les Nasdaq et les S&P 500 et les Russell 2000. Il était plutôt à moins 12. Juillet, on est arrivé là. J'ai actualisé d'après les données disponibles de la bourse d'hier. La bourse, évidemment, aujourd'hui, des vendredis, pardon. La bourse, elle est fermée les week-ends. Donc ici, on a 23,03%. C'est la rentabilité de notre portefeuille depuis la création de portefeuille. Les Nasdaq et l'S&P 500 sont à moins 2,50 environ. Et les Russell 2000 à moins 10. Cet écart entre notre portefeuille et les indices de référence, c'est ce qu'on appelle des alphas. Par combien on bat les marchés. Quelqu'un qui a fait par exemple des achats réguliers sur les Russell 2000, sur les mêmes dates, avec les mêmes montants, à ces moments, on a une différence plutôt de 20%, 22% par rapport à quelqu'un qui a acheté des indices de référence en ETF Russell 2000 sur les mêmes périodes avec les mêmes montants. Quelqu'un qui a acheté avec un montant fixe, on a une différence de 33%. Normalement, tous les fonds d'investissement en fait, les portefeuilles, les sites des finances, les sites qui font les suivis des indices par rapport aux portefeuilles de quelqu'un, ils vont toujours comparer un point donné dans les passés par rapport les portefeuilles actifs, justement parce que normalement quelqu'un qui achetait dans les passés, comme les marchés les aussi sur les longs termes, normalement les indices ont même des avantages par rapport aux achats réguliers. Donc voilà, c'est une manière de comparer les portefeuilles par rapport aux marchés. Donc ok, c'est quoi les alphas? Comme je viens de dire, c'est l'écart entre la performance de votre portefeuille, donc dans ce cas dans mon portefeuille par rapport aux marchés. On a plus 33% par rapport aux Nasdaq, si on arrondit, on a 25% par rapport aux S&P 500 et 26% par rapport aux Russell 2000. Michael, est-ce qu'on peut atteindre avoir une performance, une différence en alpha si élevée pendant toutes les périodes? On va gagner de marché par 20%, par 1? Évidemment que non. Ça, c'est une différence assez impressionnante. Ça vient du fait des bons choix des actions, du fait de renforcer pendant les baisses et aussi d'un bon management, mais aussi le fait de diversifier sur des secteurs qui sont performants. Vous devez atteindre soit un portefeuille actif, une surperformance, si elle est bien construite, si vous faites la bonne diversification, si vous managez bien, une différence qui peut varier de 2 à 6 ou 7% sur les longs termes. Donc cette différence qu'on a gagnée sur la première année là, on a la tendance de la garder pour tout. Mais pour les autres années, la tendance c'est qu'on fasse une différence de 2% à 6% maximum par an sur les longs termes. Avec une différence, comme j'avais dit, de 2% ou 3% par rapport à un indice de référence, on peut beaucoup gagner déjà sur les longs termes. C'est la différence de faire 5 et faire 8 ou de faire 7 et faire 10. Sur les longs termes, l'effet composé des 10% par rapport à 7%, ça joue beaucoup sur la rentabilité finale. Je peux vous montrer tout à l'heure sur une simulation. En fait, cette stratégie, donc, j'ai pas créé à partir des zéros. Je me suis appuyé sur les analyses et sur les critères d'investissement des autres investisseurs et sur des études qui sont là depuis les années 60. César Paiva, c'est un Brésilien qui a fait plus de 10 000% depuis 2008 avec un club d'investissement. En 2012, il a officialisé les investissements avec un fonds d'investissement. Il a fait 363% des rentabilités sur les marchés brésiliens contre 65% de l'indice des références. William Gons, un des principaux investisseurs de l'histoire de la bourse française, qui a fait 13,3% par an contre 7,3% de l'indice des références. Et un des principaux investisseurs, ma principale source des références, James O'Shaughnessy, qui a fait 10,1% depuis 2003. Sur la même période, il a fait 537% contre les marchés qui a fait 347%. 347% ici, c'est du S&P 500. Les critères, on va analyser les critères et ensuite les fondamentaux
fondamentaux, les ratios de valorisation de portefeuille, pourquoi les portefeuilles performent mieux. Pas seulement mon portefeuille, mais pourquoi les investisseurs ou les fonds qui performent mieux pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est ça qu'on va chercher aujourd'hui. Déjà, vous connaissez bien les principes d'investissement, les SQGLP. On va choisir des sociétés avec la taille correcte. On va donner préférence aux small cap, ce sont les petites. On veut des ratios de qualité, on veut des ratios de croissance, on veut que la qualité et la croissance puissent avoir de la longévité et on veut avoir une valorisation, un prix abordable. Donc ici, comment on fait dans la vie réelle? On a 9000 sociétés environ disponibles dans les marchés et on va utiliser des outils financiers. La majorité sont même gratuits sur l'internet. J'ai déjà appris à faire ça sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper où trouver les meilleures opportunités de marché ou comment trouver les meilleures sociétés de marché. Il suffit de télécharger mon ebook gratuit aussi sur mon site. On va utiliser des ratios donc pour filtrer les marchés. Ça veut dire on a 9000 sociétés. On va écrire, je vais avoir la liste des sociétés qui sont entre 300 millions et 1,5 milliard de valeurs dans la bourse. Donc, on va tomber sur environ 2000 sociétés. Après, on va appliquer des ratios de qualité. Je vais des sociétés en fait qui puissent avoir une marge nette élevée. Je vais avoir des sociétés qui vont avoir un retour sur capital propre élevé. On va tomber encore les nombres des sociétés éligibles. Ensuite, on veut des sociétés qui font de la croissance. Vous allez voir l'importance de ça dans quelques secondes. Ensuite, les sociétés qui ont de la longévité, qui après quelques années, au moins quelques trimestres, font des résultats positifs. À la fin, on va analyser la valorisation, les secteurs, la macroéconomie également. On va tomber donc de 9000 sociétés à 80 sociétés, en centaines de sociétés éligibles. Ensuite, il faut analyser ces sociétés-là, regarder les fondamentaux des secteurs qui nous intéressent pour choisir les sociétés qui vont composer les portefeuilles. Bon, on va filtrer les sociétés avec les meilleurs fondamentaux. C'est ça qu'on fait. Dans la pratique, on fait ça. Moi, les fonds d'investissement, les meilleurs investisseurs, les analystes de marché, les analystes des banques, c'est ça qu'on fait. On a 9000 sociétés. On ne peut pas analyser 9000 sociétés parce que ça prend du temps. Même avec une équipe énorme, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise certains critères pour filtrer les sociétés qui respectent ces critères. Bon, ici, je vais résumer une petite partie du livre G1 de O'Shaughnessy, James O'Shaughnessy. Ici, j'ai fait une capture d'écran en anglais. Pour ceux qui sont bons en anglais, vous pouvez faire une capture d'écran pour lire après. Mais je vais faire la traduction en français pour tout le monde qui ne parle pas anglais. Il dit en résumé dans ces paragraphes que les small caps sont les moins suivis par les analystes. Ça montre donc une bonne opportunité. On a un univers des possibilités beaucoup plus grand avec les small caps. On a des opportunités pour les investisseurs disciplinés parce qu'on ne doit pas montrer des résultats à quelqu'un d'autre. Et ici, la partie la plus importante aussi, vous pouvez faire la traduction et après faire une capture d'écran de cette image ici. Il dit quelles sont les pires stratégies. Choisir des petites sociétés à des marges très faibles, c'est une stratégie horrible. Donc, on doit prioriser les sociétés avec des marges élevées. Acheter des sociétés avec une valorisation élevée, c'est aussi une des pires stratégies dans la bourse. On doit choisir des small caps avec une valorisation acceptable. Donc voilà, c'est une étude qui a commencé à être faite dans les années 60. O'Shaughnessy a appliqué pendant toute sa vie. William Higgins a bu de la même source. Il a lu les mêmes articles, il a mis dans la pratique les mêmes choses. Et ensuite, après les bons choix d'action, ça arrive. On a besoin en fait d'un bon management. Et on va parler de ça dans cette vidéo aussi. Bon, on va parler des ratios de valorisation pour commencer parce que j'ai ramené aujourd'hui ici un comparatif des ratios de valorisation de portefeuille par rapport à la valorisation de marché. Pourquoi on doit choisir des sociétés sous-cotées? Mais c'est quoi sous-coté? C'est quoi valorisation d'une société cotée en bourse? Si j'achète une action de la société, pourquoi je dois analyser combien vaut la société dans la bourse comparé avec des concurrents? Donc je vais traduire pour vous, je vais expliquer de manière pédagogique ici les ratios de valorisation. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à un ratio de valorisation, les PR, etc. Mais aujourd'hui, j'ai ramené ces sujets de manière un peu plus pédagogique. Donc restez avec moi, je vais donner un exemple avec de la boulangerie, je vais donner un exemple avec des chiffres un peu plus faciles à comprendre. Donc restez avec moi attentivement. Donc on va parler du PR ratio. Ces ratios, c'est un ratio de valorisation. Imaginons qu'on va acheter un appartement, c'est la même chose qu'acheter un appartement dans les mêmes bâtiments, la même vue, tout pareil, mais payer moins cher sur un appartement. C'est ça qu'on veut dans la bourse. Acheter une bonne société, moins cher. Et les PR ratios, c'est un ratio qui nous permet d'analyser si une société, c'est une bonne affaire ou c'est pas une bonne affaire. Donc, on va commencer avec un exemple que j'ai déjà donné, ça fait quelques mois sur YouTube, pour ensuite voir un deuxième exemple avec des nouvelles informations. Imaginons, une boulangerie génère depuis 8 ans 500 000 € par an des résultats nets. Quels sont les prix justes ou pas justes à votre avis? Imaginez que vous êtes millionnaire et vous allez acheter une boulangerie. Vous êtes intéressé à acheter une boulangerie et vous cherchez plusieurs boulangeries de votre ville. Il y a une boulangerie en spécial qui fait 500 000 € net par an. Est-ce que payer 1 million d'euros pour devenir propriétaire de cette boulangerie, c'est cher ou pas cher? Est-ce que payer 2 millions d'euros sur cette boulangerie, c'est cher ou pas cher? 5 millions, 10 millions, 20 millions. À votre avis, quelle est la valeur que ça commence à devenir cher
cher pour acheter cette boulangerie. Si la boulangerie me génère 500 000 euros net par an, est-ce que payer 20 millions ou payer 10 millions c'est cher? Quel est votre avis? 1 million c'est donné. Pourquoi? Si la société génère 500 000 euros net par an, si je paye 1 million sur cette boulangerie, après 2 ans, donc 2 années d'investissement, je vais être remboursé de mon investissement et ensuite ça va me donner que des profits, que des résultats positifs, 500 000 euros net par an. Donc carrément c'est une bonne affaire. Pour 2 millions, allez, je vais dépenser 4 ans pour être remboursé de mon investissement. Donc ça me semble aussi une bonne affaire. Même 5 millions d'euros, après 10 ans, je vais être remboursé de mon investissement. Mais pour le reste de la vie, si la boulangerie fait la même performance, on va évidemment être rentable rapidement parce qu'on va payer après 10 ans l'investissement et après pour toujours, pendant des décennies, on va avoir des résultats positifs. Après 10 millions, ça commence à devenir un peu plus cher et 20 millions, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Vous êtes d'accord avec moi? Je partage de l'opinion de quelques investisseurs ici qui jusqu'à 5 millions, c'est OK. Et je vais vous montrer pourquoi. Si on transforme cette information-là sur des périodes de temps, on voit que sur les choix numéro 1, 2 et 3, on va être remboursé après 2 ans, 4 ans et 10 ans. Mais si on paye plus de 10 millions, ça commence à être cher du point de vue des temps aussi. Mais qu'est-ce qui arrive si on transforme en fait cette rentabilité pas sur des périodes de temps, mais si on regarde ça vraiment en termes de pourcentage. Imaginons, si j'ai fait un investissement de 500, si j'ai investi 1 million d'euros sur la boulangerie, elle me génère 500 000 euros par an, bah, c'est la même chose qui gagner dans ces cas 50% par an. Imaginons, j'ai fait 1 million d'euros d'investissement. Je gagne 50% de ça, qui c'est 500 000 euros par an. Donc, c'est un investissement plutôt à 50% de rentabilité fixe, évidemment. Ok, c'est pas un intérêt composé ici, c'est fixe. Dans les cas de 2 millions, je vais avoir une rentabilité plutôt de 25%. Pourquoi? Parce que 500 000 euros, c'est 25% des 2 millions. Et si je reçois 500 000 euros par an, je vais dépenser 4 ans pour être remboursé de mon investissement. Donc, c'est la même chose que recevoir de manière fixe, 25% par an. 5 millions d'euros, si j'ai fait cet investissement, je vais être remboursé après 10 ans. C'est la même chose que recevoir 10% par an de rentabilité. C'est que c'est une excellente rentabilité. C'est vrai qu'avec 10 millions d'euros et 20 millions d'euros, ça devient cher. Est-ce que vous avez compris les principes? Et dans la bourse, devinez-vous, on va toujours comparer les résultats nets que la société génère par rapport à la valeur qu'elle vaut dans la bourse. C'est comme ça qu'on va comparer. Exactement comme nous sommes en train de faire pour la boulangerie, on fait pour les sociétés cotées en bourse. Il y a encore un autre exemple. Ça vous va? Allez, donc faites attention. Remarquez que cette boulangerie ici, j'ai rien parlé de la croissance. Elle fait pas de croissance en fait. Elle génère 500 000 euros net par an. Ça diminue pas, mais ça augmente pas. Qu'est-ce qui arrive si ça augmente? Donc imaginez que la boulangerie génère 500 000 euros l'année passée ou cette année-là, mais elle fait une croissance de 50% par an. Évidemment que j'ai mis une valeur de croissance très élevée pour être pédagogique ici. Quelles sont les valeurs justes maintenant? Imaginons, à l'année 0, la société génère 500 000 euros de résultats nets. Après, ensuite, elle va avoir 50% d'augmentation. Donc, sur la deuxième année, ok, après une année d'activité, en fait, 750 000 euros de résultats nets. Ensuite, on va gagner 50% sur ça aussi. Donc, 1 125 millions. 1 milliard 125 millions. Ah non, ici, on parle des millions, pardon. C'est 1 million point 125 000. Ensuite, 1 687 000. 2 537 000. 3 795. Donc, vous voyez que si on va additionner la valeur reçue sur chaque année, après 5 ans de croissance, la société a généré 10 millions de résultats nets. Qu'est-ce que je vais montrer avec ça? Si une société, elle fait de la croissance, on peut accepter payer beaucoup plus cher sur la société. Donc, à la place d'être remboursé 4 ans ou 10 ans, c'est la limite. Si on fait ces calculs pour une société qui a de la croissance, évidemment qu'on peut accepter payer 10 millions ou 20 millions. Juste pour vous donner un ordre d'idée, avec une croissance de cet exemple ici, après 7 ans d'investissement, même si vous aviez payé 10 millions d'euros sur la société, sur la boulangerie, c'est déjà remboursé. Donc, on a vu, c'est important de générer des résultats nets positifs. C'est important d'être constant sur les résultats et c'est un bonus, un plus très important si la société fait de la croissance parce que ça accélère les résultats. Qu'est-ce que c'est les PR? C'est ratio de valorisation dans la bourse. On va diviser combien la société vaut dans la bourse par rapport à son résultat net. Cela montre les temps théoriques pour être remboursé de l'investissement sans considérer la croissance. C'est pour ça que si la société fait de la croissance encore, on peut être un peu plus flexible avec la valeur des PR. Michael, et combien vont normalement les PR des sociétés en bourse? Si par exemple une société vaut 1 milliard dans la bourse et génère un résultat net de 100 millions, 1 milliard divisé par 100 millions, ça donne 10. C'est un PR de 10. Et un PR de 10, c'est un PR bon dans la bourse. Parce qu'on part du principe
que les sociétés vont avoir de la croissance. Donc un petit exemple juste pour vous expliquer comment ça fonctionne les ratios de valorisation. Comment on peut estimer si une société elle est chère ou pas chère. Parce que c'est difficile de comparer Air Liquide qui vaut beaucoup, une société de quelques dizaines de milliards, avec une petite société dans la bourse. Mais on peut comparer en utilisant les PR. Combien d'années dans la théorie on dépense pour être remboursé de notre investissement? Il suffit de diviser la capitalisation par les résultats nets. La bonne nouvelle aussi, c'est que les sites des finances affichent cette donnée gratuitement. On n'a pas besoin de calculer. C'est affiché sur les sites. Bon, et quel est les PR, les ratios de valorisation de Russell 2000, notre indice de référence qu'on compare avec notre portefeuille? Il est de 22,7 à ce moment. Donc, ça veut dire que la majorité d'investisseurs de marché, la moyenne des sociétés de Russell 2000, c'est 22,7. Donc, si on fait un investissement maintenant, on achète une action, on achète un ETF Russell 2000, ça veut dire qu'on va dépenser 21,7 pour être remboursé si les sociétés font pas de la croissance. Évidemment que dans la bourse, des sociétés font de la croissance, donc cette valeur tomberait. Donc, comme j'avais dit, c'est un ratio théorique, il n'est pas un ratio réel. Vous n'allez pas dépenser vraiment 22 ans pour être remboursé. C'est juste une valeur instantanée qui nous donne une information par rapport à la valorisation. Et ici, j'ai comparé les indicateurs avec mon portefeuille. Et je vais vous montrer tout à l'heure l'Excel où j'ai extrait les données. Il faut savoir que les informations affichées ici pour les marchés sont disponibles sur les sites des Morningstar ou sinon les rapports financiers des Morningstar avec la moyenne soit de S&P 500, soit de Russell 2000, soit de marché américain de manière globale. Ici, par exemple, sur les marchés, c'est les comparatifs de la moyenne de marché américain par complet. Toutes les sociétés de marché américain. Les marchés américains, pardon, ici c'est les Russell 2000. Les prochains ratios, c'est par rapport à la moyenne de marché américain par complet. Donc les Russell 2000, comme on a vu ici, c'est 22,7 les PR. Notre portefeuille est à 9,85. Donc un écart de 56%. Donc ça veut dire que notre portefeuille, les sociétés dans la moyenne ont des ratios moins élevés de valorisation. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel plus élevé parce qu'elles sont moins chères. Elles sont moins chères, mais elles sont plus rentables. C'est que c'est une chose qu'on va assurer avec les autres ratios. C'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose moins cher, plus avoir la même ou sinon une qualité plus élevée. Donc on donne préférence à acheter des sociétés qui sont sous-évaluées par rapport à la moyenne de marché. Donc ça veut dire que je peux créer un filtre par exemple. Ok, je connais que la moyenne de marché, les PR c'est 22. Donc je veux que des sociétés avec un PR inférieur à 15 ou inférieur à 16. Après, il y a un autre ratio que c'est les PEG ratio qu'on peut utiliser pour complémenter, mais ça devient un peu plus intermédiaire avancé. Donc je ne vais pas toucher sur ces sujets aujourd'hui. Les membres de ma formation les connaissent très bien, mais il y a un autre ratio complémentaire qui peut aider à cette décision-là. On ne va pas simplement analyser les PR point barre. Comme j'avais dit, parfois les sociétés font de la croissance. Donc si une société a un PR supérieur au marché des 25, mais la société fait une croissance 3 fois plus élevée que les restes des sociétés, ça peut devenir une société intéressante aussi. Mais des bases, pour 90% des cas, on souhaite acheter une société qui est moins valorisée que la moyenne de marché. Parce que si on achète une société moins valorisée, moins chère, on va dépenser théoriquement moins de temps pour être remboursé de l'investissement. Et en plus de ça, on paye moins cher sur quelque chose qui va avoir plus de qualité. Parce qu'on va utiliser comme critère de filtre les ratios de qualité également. Donc ici, c'est l'indicateur de valorisation par rapport aux cash flow disponibles. Donc combien de trésoreries la société possède par rapport à sa valorisation en bourse. Plus petit ces valeurs, c'est plus intéressant. Pourquoi? Les portefeuilles Dollar Master a cette valeur de 10,41. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle a une valorisation dans la bourse qui est 10 fois plus élevée que la trésorerie. Par exemple, on va avoir une société avec une trésorerie de 10 millions et elle vaut dans la bourse une centaine de millions. Par contre, dans les marchés américains, ces ratios, il est proche des 20. Donc ça veut dire que les sociétés ont une valorisation dans la bourse presque 20 fois plus élevée que la trésorerie. Donc il y a moins de trésorerie par rapport à la valorisation de la société. Là, on a un écart à 46%. Ça veut dire que les sociétés qu'on ajoute dans les portefeuilles sont des sociétés qui possèdent de l'argent à côté pour acheter un concurrent, faire des réinvestissements, pour passer sur une période compliquée de marché avec de l'argent à côté. Ça, c'est très important pour les small caps. Ratio de performance. Les marchés américains ont une marge nette de 13,2%. C'est que c'est une marge nette intéressante, quand même, la moyenne de marché. Ça veut dire que si on fait un chiffre d'affaires de 100 millions, 13,2 millions reste net dans la poche de la société. Pour les portefeuilles Dollar Master, nous avons 13,2. Donc, si la moyenne de marché c'est 13, on va essayer de filtrer et sélectionner qui est des sociétés qui possèdent une marge nette plus élevée que 13. Ou sinon, une société avec des marges nettes moins élevées que les marchés, mais qui montre une amélioration des marges nettes. On a un écart de 30%. Donc, ça veut dire que nos sociétés sont 30%
30% plus performante que les marchés en termes de marge nette, combien ça reste d'argent dans les poches des sociétés. Les ROI, c'est la capacité de générer de l'argent avec ses propres moyens en investissant sa propre trésorerie, par exemple, à partir de ses propres actifs, combien génèrent des rentabilités les sociétés de marché américains par complet, en considérant toutes les sociétés. 12,9% pour les marchés américains et 29% pour les portefeuilles de la Master, un écart de 127%. Un autre indicateur de croissance, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires en rentabilité moyenne annualisée sur les 5 dernières années. Les marchés, il a fait 9,2% de croissance des chiffres d'affaires sur les 5 dernières années, c'est la moyenne annualisée, et les portefeuilles de la Master a fait 21%, un écart de 128% en la croissance du chiffre d'affaires de marché et les de la Master. Avant, donc ici aussi par rapport à la valeur intrinsèque, ici j'ai pris les formules, les méthodes disponibles sur Investing Pro et Morningstar Pro, des outils professionnels que j'utilise. Pour les marchés américains, les potentiels à ces moments, d'après les calculs mathématiques, c'est de 9,7% et par rapport aux dollars master, c'est 27%. Justement, parce qu'on a des sociétés moins chères. Donc, si les marchés par complet vont se valoriser, les sociétés qui sont encore moins chères doivent rattraper tout ça. Ou si les marchés il va baisser, il va donner préférence aux sociétés qui sont plus rentables. Donc, c'est pour ça qu'on a un potentiel plus élevé également. Surtout, ils sont des sociétés small cap évidemment, donc les potentiels est plus élevé. Et l'opinion des analystes, la valeur médiane, donc intermédiaire, pour les marchés américains, c'est des 10,5% l'augmentation. Et pour les dollars master, après, les sociétés qu'on a dans les portefeuilles, on place ça dans l'outil, il va nous donner les potentiels, ça donne 14%. Mais je vais vous montrer quelque chose qui c'est justement ces types de calculs-là que j'ai réalisé. Donc, je vais vous montrer, je vais changer mon écran ici pour partager avec vous. Donc, ici, nous sommes sur les fichiers Excel où j'ai fait les calculs moyens, la moyenne de chaque ratio affiché sur cette présentation. Et évidemment que j'ai caché ici la majorité, les noms des sociétés disponibles dans les portefeuilles parce qu'évidemment, les gens de la formation ont accès à ça, ils ont payé pour ça. Donc, a priori, j'ai montré ces portefeuilles gratuitement en 2022. Donc, beaucoup de gens n'étaient pas encore abonnés, beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Donc, ici, vous avez la moyenne et la médiane de chaque indicateur. Par exemple, les PR, les PEG ratio, les free cash flow. Ensuite, la croissance cumulative sur les 5 dernières années de chiffre d'affaires. La croissance annualisée sur les 5 dernières années. La valeur juste de portefeuille, upside des analystes. Bref, j'ai pris les données à partir d'un site des finances. J'ai rempli ici pour calculer justement la moyenne et la médiane. C'est exactement ça que les fonds aussi, les fonds d'investissement les font. Par exemple, sur les sites Indépendance Expansion, c'est les fonds d'investissement de monsieur William Higgins, un des principaux investisseurs de la bourse française. Si vous venez tout en bas pour chercher un rapport d'investissement, allez, je vais cliquer ici. Vous voyez qu'il va comparer aussi, plus en bas, voilà. Il va comparer les ratios de son fonds par rapport aux marchés. Indépendance Expansion médiane, laissé sur AN, c'est les ratios court soit actif. Il a un écart, il est moins cher que les marchés. Court sur trésorerie, que j'ai expliqué tout à l'heure aussi, il a un écart de 30% par rapport aux marchés. Les PR que j'ai expliqué avec l'exemple de la boulangerie, il a presque 40% d'écart par rapport aux marchés. Donc vous voyez, c'est pas sorti de nulle part. C'est pas Michael Ravaneda qu'un jour a rêvé, a fait un rêve et seulement a décidé d'utiliser des critères comme ça. William Higgins utilise les mêmes sources des années 60 qu'O'Shaughnessy a étudié. Il utilise ça dans la pratique. Il fait un bon management avec les critères qu'il a choisis. Évidemment qu'on va filtrer les sociétés, on va tomber sur 80, 70 sociétés. Il faut après choisir les sociétés qui vont composer les 10, 15 ou 20 qui vont appartenir au portefeuille. Mais les plus importants, si vous avez une stratégie small cap, il faut acheter les sociétés les moins chères en termes de valorisation. Il faut acheter les sociétés les plus rentables. Si vous avez cet écart par rapport aux marchés, vous allez assurer que vous allez battre les marchés avec un portefeuille bien diversifié et avec un bon management. Pourquoi? Parce que le principe est simple. J'achète quelque chose de qualité avec un prix réduit. Donc évidemment que les marchés il est en hausse, si le marché tout se passe bien évidemment, les sociétés vont être plus rentables, elles vont gagner plus d'argent, elles vont avoir des croissances plus élevées parce qu'elles sont plus rentables et négociées à un prix plus intéressant.